Jocelyne Desjouy du GAEC de Marsoulette, l'informatique à la ferme, c'est une totale réussite. Il y a 4 ans qu'elle s'y est mise. Par curiosité au début pour voir, mais aujourd'hui c'est par conviction qu'elle a décidé d'investir dans un ordinateur plus puissant. Démystifions les métiers du numérique avec les femmes digitales. Aujourd'hui, malheureusement, il y a seulement en France 15% de femmes dans les métiers du numérique, sachant que si on va plus profondément dans les 15%, les filles qui vont développer ces outils, il y en a beaucoup moins, ça tourne autour de 4, 5, 6%. À plein d'endroits. C'est un message qui malheureusement est passé dans l'éducation des jeunes femmes et des femmes. Dire attends, t'es une femme, reste à ta place. C'est quoi la place d'une femme ? Programme proposé par Digital 113 et Campus FM et animé par Magali Germont, déléguée régionale Occitanie des femmes du numérique. Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous allons parler d'innovation, de digital et de numérique responsable. Le numérique est inévitable dans le monde professionnel d'aujourd'hui. Et les derniers événements autour de l'intelligence artificielle semblent nous rappeler que la société de demain sera digitalisée. Cette idée vient s'opposer ou se rapprocher aux alertes écologiques pour la protection de notre planète. Alors comment peut-on lier le Green IT ou numérique responsable et l'innovation ? C'est une histoire d'engagement, de valeurs et de force. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Muriel Biasiato qui va nous partager son histoire, son métier et surtout sa vision responsable du monde du numérique. Bonjour Muriel. Bonjour Magali. Alors la coutume de cette émission est de commencer par la question. Dis-moi, qui es-tu et surtout pourquoi tu es une femme digitale ? Merci Magali et je suis ravie d'être là tout d'abord. Donc je suis Muriel Biasiato, j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants et aujourd'hui je travaille au sein d'EDF et j'ai plusieurs missions et notamment la mission innovation et numérique. Alors qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ton quotidien ? Alors mon quotidien, c'est d'accompagner les métiers de mon entreprise, les collaborateurs et collaboratrices, à innover. Donc à innover seul à l'intérieur de l'entreprise ou à innover avec des partenaires externes, des startups, mais pas que, ça peut être aussi des laboratoires de recherche. Et sur toutes les thématiques qui touchent à l'énergie, et beaucoup d'entre elles utilisent le digital. Donc ça fait vraiment partie, le digital fait partie de mon quotidien. Alors le digital, on entend souvent parler justement de projets digitaux. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un projet digital ? Alors, pour moi, un projet digital, c'est un projet qui va utiliser à un moment donné un outil digital. Donc ça va pouvoir être un téléphone, une application, un capteur. Voilà, c'est assez large et varié. Alors, et raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qui t'a amené à vivre cette vie professionnelle ? J'allais dire plusieurs choses et pas mal de hasard. J'ai fait un bac scientifique dans les années 2000. Alors, un bac scientifique, on m'a orientée vers là parce que j'avais des bonnes notes. C'était pas forcément ce que j'aurais choisi à ce moment-là. Je serais plutôt partie vers l'économique et social. Ceci dit, je me suis orientée ensuite vers un DUT, diplôme universitaire technologique. Ça n'existe plus, je crois, à l'heure actuelle, qui s'appelait technique de commercialisation. Et pour moi, ça a été une révélation parce que j'ai découvert tout un ensemble de méthodes, de pratiques et de domaines, le marketing, la logistique, l'économie, qui m'ont vraiment emballée et qui m'ont donné envie de travailler dans le monde du commerce au sens large. Alors, quand on entend un peu ton parcours, on se dit, pourquoi tu n'y es pas allée en prépa ? C'est vrai que l'orientation après un bac S, qu'on a plutôt des bonnes notes, et c'était mon cas, on oriente en prépa, les profs m'ont un peu poussée vers la prépa. J'avais pas envie, honnêtement, et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé le choix et qui m'ont dit « Qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Je suis allée à InfoSup, j'ai rencontré TechDeco, les élèves de TechDeco, ils m'ont donné envie et j'y suis allée et j'ai bien fait parce que je m'y suis révélée, j'ai eu de très bonnes notes et vraiment ça m'a marquée. Alors, ce que tu nous expliques, c'est qu'en fait, tes parents ont été un vrai soutien dans tes choix. Ils t'ont vraiment fait confiance sur la voie scolaire que tu avais choisie. Oui, vraiment, mes parents qui viennent d'un milieu plutôt modeste et de l'artisanat, qui n'ont pas fait forcément des études de commerce ou de marketing ou de technique ou de technologie, m'ont vraiment laissé le choix et m'ont dit « on te soutient, voilà, tu as des bonnes notes, on te fait confiance ». Et vraiment, je les remercie, j'en profite pour les remercier parce que c'est grâce à eux que je puis faire ce qui m'a plu et donc de continuer aussi mes études après le DUT parce qu'il fallait aussi les financer. Ils ont aussi financé mes études. J'ai eu la chance de ne pas avoir à travailler en parallèle de mes études.
Et donc, j'ai continué sur un IUP marketing des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ça s'appelait NTIC. Voilà. C'était le début d'Internet, des nouvelles technos. Aujourd'hui, ça s'appelle e-marketing, je crois, cette formation-là. Ce qui m'a permis de toucher du doigt le code, la techno, le digital. Et ça m'a vraiment plu. Donc, du coup, en fait, tu es devenue un peu tech, sans être au départ sur un cursus tech. Oui, voilà, exactement. J'ai eu cette appétence tech qui est vraiment venue là. Ça m'a plu. De commencer à toucher à du code, à toucher un peu de mathématiques appliquées, des choses comme ça, ça m'a vraiment plu. Trouver du sens finalement un petit peu au développement et aux technologies. Super. Et donc ensuite, tu dis que tu as continué encore avec un master, ça ? Oui, j'ai fait un master 2, c'était l'année de la réforme, donc c'était un DESS/master 2, management de l'innovation. Parce que là, j'ai senti que l'innovation allait vers les choses nouvelles, tout arrivait dans les nouvelles technos, l'Internet, etc. Il fallait aussi l'encadrer, le manager. Donc, je suis allée dans cette nouvelle promotion, puisqu'on était à la 2e saison, on va dire, de cette promotion, qui était constituée pour moitié d'ingénieurs, donc profil plutôt technique, et de l'autre moitié des profils plutôt comme moi, issus du marketing, et plutôt tertiaire. Et c'était vraiment très stimulant de mélanger. Cette mixité de profils était vraiment intéressante. Ensuite, du coup, j'ai eu la chance de faire un stage de fin d'études chez un opérateur téléphonique. Donc, j'étais à la fois sur un volet social, puisque je travaillais à l'acceptabilité des antennes relais pour les portables. On était dans le gros boom des développements des téléphones portables, mais avec une approche marketing et sociale et territoriale. Puis, mon premier job, je l'ai fait dans une société de services numériques, au service com et marketing, là d'où je viens, mais j'ai gardé toujours un pied dans la tech, puisque on était là pour développer des solutions informatiques pour nos clients. Ok. Et donc ensuite, comment on arrive chez EDF ? Alors, comment on arrive chez EDF ? J'ai continué ensuite dans une société de RH spécialisée dans les transformations culturelles et dont la transformation numérique, qui m'a mis un peu le pied à l'étrier pour me dire que j'avais envie d'accompagner les transformations et les grandes transitions. Et donc, j'ai postulé ensuite chez ERDF, qui s'appelle maintenant Enedis, où je suis rentrée sur un poste de com et projet digital pour ensuite aller chez EDF au poste que j'occupe à l'heure actuelle. Donc, sans m'en rendre compte, en fait, j'ai suivi la tech, le marketing et l'innovation. C'était vraiment les sujets qui m'ont amené jusqu'à mon poste aujourd'hui. Oui, on entend bien qu'il y a un espèce de fil conducteur autour de ce mot innovation. Mais dis-moi, comment tu définis, toi, une innovation ? C'est quoi une innovation ? Une innovation d'entreprise, une innovation de service ? Enfin, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Pour nos auditeurs, explique-nous un peu, dans ton métier, ou toi, déjà, ta définition d'une innovation. Alors, je vais vous donner la définition que moi, j'aime utiliser. Une innovation, en fait, c'est une idée, une bonne idée, en général, on espère, qui rencontre un marché. J'allais dire une bonne idée qui reste juste une bonne idée. C'est pratique, c'est une invention du concours Lépine, mais ça reste une invention. Si ça rencontre un marché, c'est-à-dire qu'il y a des usagers, pas forcément des clients, des gens qui sont prêts à acheter, mais des gens qui vont l'utiliser et qui auront une valeur à utiliser ce service, cette technologie, ce procédé, parce que ça peut être aussi de l'innovation managériale, là, ça devient une innovation. Et évidemment, une innovation, c'est une idée que notre concurrent n'a pas. Alors, ça peut être une idée que le concurrent a. Par contre, c'est une course à 2 vitesses. Et c'est pour ça qu'on parle des startups. Une startup, en fait, c'est quoi ? C'est une entreprise comme avant, mais si ce n'est qu'elle doit aller beaucoup plus vite, grandir beaucoup plus vite. Et pour grandir vite, elle a besoin de beaucoup d'argent. Donc, c'est un peu ça la définition de la startup. Et donc, c'est les startups, essentiellement, ce sont les startups qui innovent parce qu'il y a une course à la vitesse. En général, on peut être plusieurs. Des fois, on est premier, mais il faut aller vite. Et alors, raconte-moi un petit peu, qu'est-ce qui fait sens dans ta carrière aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, le fait que je me sens à ma place, j'ai plaisir à aller bosser tous les jours. Donc, moi, c'est vraiment un de mes drivers. C'est tant qu'il y a du plaisir et du sens, c'est déjà un job dans lequel je suis qui est aligné avec mes valeurs. Parfois, on pense que la tech, le marketing est là pour vendre des choses. Moi, je pense que on est là pour contribuer à proposer des solutions à des besoins qu'ont des personnes. Et donc, je travaille à ça. Et puis surtout, dans le job où je suis, j'ai la chance de travailler. La raison d'être de mon entreprise est liée aux enjeux climatiques,
à proposer des solutions qui respectent les enjeux climatiques. Et donc, comme j'y suis très sensibilisée, ça me permet, grâce à mon job dans l'innovation et les projets sur lesquels je travaille, d'y participer, d'y contribuer. Donc, ça fait sens pour moi. Et après, dans l'innovation, c'est aussi le challenge d'aller toujours avec des gens nouveaux, des technologies nouvelles, faire des choses nouvelles. J'ai la chance d'être assez en plus autonome dans mes missions. Donc, du coup, j'ai aucune journée qui se ressemble. Et ça, c'est vraiment très, très plaisant. J'ai une chance folle. Alors, tu en as parlé, tu as parlé de transformation digitale, d'innovation, de digitalisation de process. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que c'est justement que la digitalisation d'un process, et est-ce que tu aurais un exemple concret à nous présenter ? Oui. Je vais prendre un exemple dans l'électricité, le domaine que je connais. On a beaucoup digitalisé ces dernières années, en gros transformé des choses qui se faisaient plutôt sur papier ou plutôt différemment avec des outils informatiques. Donc par exemple, l'agent qui répare et qui entretient les poteaux électriques, avant, quand il devait faire des missions, il allait à son bureau le matin, il récupérait sa fiche de mission, qui était une fiche de mission papier, il allait sur site, il allait observer ce qui se passe. S'il y avait une panne, il allait réparer. Parfois, il n'avait pas anticipé la panne, donc il n'avait pas les bons outils. Il faisait sa réparation, il revenait au bureau, il complétait soit sur papier, soit sur un ordinateur plutôt fixe, les missions qu'il avait cochées au fur et à mesure de sa journée. Aujourd'hui, en digitalisation les process, il y a tout un tas de nouveaux outils qui fait que de chez lui, le matin, il allume son ordinateur ou sa tablette, il sait où il doit aller. L'IoT lui a donné les informations, le capteur lui a dit à peu près où c'était en panne et ce qui était en panne. Du coup, il peut prévoir son intervention correctement, gagner en confort, en efficacité. Et donc voilà, là, on a digitalisé un process, on a mis du numérique pour le rendre plus efficient. Et donc dans tout cela, il me semble qu'il y a un sujet qui te tient particulièrement à cœur dans ton travail, mais aussi dans tes valeurs personnelles, c'est la décarbonation. Peux-tu en quelques mots nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça signifie et comment sensibiliser la population sur ces vrais sujets écologiques d'aujourd'hui et de demain ? Alors effectivement, c'est un mot clé, je dirais à la mode, mais pourtant tellement important qu'est ce décarbonation. Décarbonation, ça veut dire enlever du carbone dans l'atmosphère ou des gaz à effet de serre au sens large, parce que souvent on les compte aussi en équivalent carbone. On va dire que c'est l'unité de mesure, le carbone, donc ce fameux CO2 qui peut être utile par moment, mais pas très bon quand il est dans l'atmosphère. Et donc du coup, l'objet, c'est de mettre en place des projets, des actions qui vont viser à réduire cette production de carbone que l'on a. Donc, on le sait tous, il y a plein de choses qui produisent du carbone, donc on va essayer de les réduire. Et donc, moi, dans mon entreprise où je suis à l'heure actuelle, en tant qu'énergéticien, ça fait partie de notre raison d'être. Alors, je ne la connais pas par cœur, mais c'est décarboner, nanana, avec des solutions innovantes. Alors, je retiens les mots qui me parlent à moi, décarbonation avec des solutions innovantes. Oui, parce que souvent, le digital, quand même, il est un petit peu associé, justement, au carbone et de manière négative. C'est vrai que dans l'inconscient collectif, on pense que développer le numérique, c'est mauvais pour la planète. Alors, il y a les deux. Je ne peux pas dire c'est tout bon ou c'est tout noir. En tout cas, il ne faut pas diaboliser le numérique. Effectivement, le digital, le numérique a un impact sur l'environnement. Quand on va fabriquer des téléphones, on va fabriquer des écrans, on va utiliser des data centers, on va regarder des vidéos en HD, c'est indéniable, ça a un impact. Ceci dit, faire une visio versus prendre l'avion pour aller à un rendez-vous, c'est pas vraiment on compense, mais on limite son impact, l'impact CO2 est quand même moindre. Donc, c'est vraiment le numérique est lui-même green, c'est-à-dire dans sa conception, mais comment le numérique peut aussi contribuer à diminuer des impacts. Quand on monitore, quand on regarde la consommation de son véhicule, parce qu'on a un cadran sympa qui nous aide à voir que quand j'ai appuyé, j'ai beaucoup accéléré, j'ai consommé beaucoup, ça va nous aider, là, l'informatique embarquée va nous aider à réduire, et donc réduire notre pollution et notre effet. Donc le numérique, surtout, de ne pas le diaboliser, mais il faut être conscient de ses impacts, et notamment, j'allais dire, nous toutes et tous dans nos usages. Est-ce que j'ai vraiment besoin du nouveau téléphone ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de regarder ma série Netflix en HD ou écouter de la musique sur YouTube avec une image ? Voilà, donc il faut être conscient que ce n'est pas anodin et donc du coup se questionner sur nos usages. Finalement, c'est mieux informer, mieux former pour être plus responsable, chacun à son niveau.
Le premier chantier du numérique responsable, c'est la sensibilisation, la pédagogie, l'information, comprendre. On ne comprend pas forcément que quand j'écoute de la musique, encore une fois, sur YouTube, je pollue bien plus que si je l'écoute sur une plateforme de musique. Et alors, comment gère-t-on le statut de femme lorsqu'on travaille dans l'innovation ? Le constat que j'ai fait, c'est que dans l'innovation, qui est encore un métier récent, malgré tout, il y a 2 profils. Il y a plutôt des profils qui viennent, comme moi, du marketing, de l'écoute client. Et ces profils-là, c'est plutôt des profils féminins. Alors, je vais faire des généralités, j'aime pas ça, mais c'est ce que j'ai ressenti et moi vu sur le terrain. Et on a toute une moitié qui vient plutôt du monde de la tech, de la R&D, et qui là est plutôt une population masculine. Donc, du coup, on s'approprie, quand on est une femme, l'innovation aussi avec ce qu'on est et le parcours que l'on a et la sensibilité que l'on a. Mais ça reste aujourd'hui l'innovation, et notamment l'innovation digitale, des métiers qui sont encore trop masculins. Du coup, ça crée des inéquités et c'est totalement inégal. On n'est pas encore à parité et la mixité, et même on est loin de la mixité. Donc ça reste des choses à faire évoluer. Mais malgré tout, aujourd'hui, tu as trouvé cette espèce d'équilibre et tu es heureuse tous les jours d'aller travailler. Oui, j'ai réussi parce que j'ai eu de la chance. J'ai réussi à passer au-delà de certaines idées reçues. Je me suis pas trop mis de frein, même si c'était pas toujours facile. Je vous dis, je viens d'une entreprise du numérique. J'étais très choquée par le manque de mixité. Je pense qu'on devait être 10% de femmes à l'époque et encore dans des postes de RH, de com. Voilà. Et j'ai constaté que ça faisait des équipes qui fonctionnaient moins bien, ça se ressentait. Ensuite, comme je vous ai dit, je suis partie dans les RH et j'ai constaté tout l'inverse. Là, pour le coup, c'était quasiment que des femmes, sauf à la direction. Et là non plus, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc moi, je suis persuadée que la mixité est un gage de performance, parce que j'ai pu le constater. Et moi, j'ai la chance, voilà, dans mon job, de pouvoir me dire je suis à ma place et il y a de la place pour tout le monde. Alors, quand on rencontre une femme comme toi qui a vraiment réussi dans sa carrière professionnelle, on se pose toujours la question, est-ce que sur ta vie personnelle, ça a eu un impact ? Et est-ce que tu as su gérer ce fameux équilibre vie pro, vie perso dont on parle beaucoup aujourd'hui ? Oui, forcément. Enfin, séparer les 2 vies, moi, je ne sais pas faire, de toute façon. Mais j'ai fait des choix, j'allais dire. Peut-être j'en ai eu plus à faire que d'autres, mais je les ai faits et je les assume. J'ai fait le choix de vivre à la campagne pour élever mes enfants en proximité des grands-parents avec un conjoint qui est aussi présent et pourtant il est entrepreneur, donc c'est pas toujours facile de faire jongler nos agendas, mais c'était aussi une condition pour avoir un bon équilibre, moi, de vie, d'être dans un job qui me plaît et de sentir ma famille à mes côtés. Donc les choix que j'ai faits, je les ai faits plutôt par ce qui me faisait sens pour moi et pas forcément avec un plan de carrière. Si j'avais suivi un plan de carrière, j'aurais peut-être dû aller prendre un poste à Paris à un moment donné. Ce que j'ai pas fait, c'est pas pour autant que j'ai un poste moins intéressant ou qui me plaît moins, mais j'ai fait des choix. Voilà. Mais c'est pas tous les jours facile. Aujourd'hui, jour de grève, j'aurais pu potentiellement venir avec mes enfants. Alors, si tu avais un conseil à donner aux jeunes femmes, aux jeunes hommes qui nous écoutent pour se lancer dans les carrières du numérique et de l'innovation, qu'est-ce que tu dirais ? De ne rien s'interdire, puisque comme on l'a vu, quand on veut bosser dans le digital ou dans l'innovation, il n'y a pas de parcours unique. On peut avoir fait steward et finir dans l'innovation. Enfin voilà, ne rien s'interdire, ne pas se mettre des barrières, oser. Moi, j'aime bien souvent dire ouvrir les chakras pour voir ce qui existe, ce qui se fait. Et puis, se dire que chaque action compte et contribue à construire son propre parcours qui correspondra. Vous m'auriez dit il y a 15 ans que je serais là où j'en suis. Je ne connaissais pas la boîte et je connaissais pas... ce poste-là n'existait pas, de toute façon. Donc, voilà. Eh ben, un grand merci Muriel pour ton témoignage et ta participation à cette émission. Alors vous l'aurez compris, les métiers de l'innovation et du numérique responsable font sens lorsqu'on a des valeurs engagées, que l'on souhaite accompagner la révolution technologique et l'arrivée en masse des systèmes d'intelligence artificielle de manière raisonnée, responsable et écologique. Si tu te reconnais, qui que tu sois, ces métiers sont certainement pour toi. On termine avec le mantra de cette émission, le numérique. Une opportunité pour les femmes, une opportunité pour le numérique.
Merci Muriel, au revoir à toutes et tous et rendez-vous pour un prochain épisode des Femmes Digitales à la découverte des nouveaux métiers du numérique qui, pour une fois, ne traitera pas d'un portrait mais d'une émission débat autour d'un sujet fort, les offres d'emploi sont-elles inclusives ? J'ai hâte de vous y retrouver, alors à très vite. Merci. Guitar.